Je m'interroge souvent sur les raisons qui me poussent depuis tant d'années à parcourir le monde. D'où me vient cette envie d'aller voir ce qui se passe à l'autre bout de la planète, sur l'autre rive de l'océan? Des récits exotiques de mes parents sur leur jeunesse au bord de la Méditerranée? Sans aucun doute. Mais une image pourtant s'impose au milieu de mes souvenirs d'enfant. Un gigantesque paquebot noir s'éloigne du quai Johannes Couvert au Havre. Sur la proue monumentale, un seul mot en lettres blanches, liberté. Puis l'étonnante silhouette dépasse la digue et se dirige vers le large, vers l'Amérique. Sans mesurer alors ce que représentait un tel voyage, je m'imaginais à bord filant au milieu de l'océan, à toute vitesse. La vitesse sur l'Atlantique Nord a toujours été un point crucial, tout simplement parce qu'à cette époque, les traversées étaient un véritable cauchemar. Les tout premiers paquebots devaient effectuer la traversée le plus rapidement possible. Lorsque l'on venait sur les quais du Havre ou de New York pour dire au revoir aux passagers qui partaient, l'ambiance tenait plus du recueillement que de la fête. On se demandait s'ils arriveraient vivants de l'autre côté de l'Atlantique, surtout en hiver avec la houle, et si les bateaux tiendraient le coup. La vitesse était donc un élément très important, et c'est la vitesse qui fit le succès de ces bateaux. Toujours plus vite, plus grand, plus luxueux. Pendant près d'un siècle, les compagnies maritimes lancent leurs paquebots à l'assaut de l'Atlantique Nord. Certains d'entre eux entrent dans l'histoire, comme le Titanic, le Normandie ou le Queen Mary. L'avion règne aujourd'hui sans partage sur l'Atlantique Nord. Mais le sillage laissé dans la mémoire collective par tous ces paquebots de légende est si profond que la compagnie Cunard décide de faire construire le Queen Mary 2 et de reprendre les liaisons régulières entre l'Europe et l'Amérique. J'avais rangé les rêves de mon enfance avec les photos noir et blanc du Liberté, du United States of America ou du France aligné le long du quai. Je n'avais pas pensé qu'un jour, il reprendrait de telles couleurs. Me voici donc à bord du Queen Mary 2. Je suis là naturellement pour la passion du voyage, celui qui va me conduire des rivages de la vieille Europe à ceux de l'Amérique. Mais également pour tenter de retrouver le parfum des paquebots d'autrefois, pour vivre d'une certaine façon un voyage à remonter le temps. « 5 heures du matin, le Queen Mary 2 arrive à Southampton. Parti de New York il y a 6 jours, il se met à quai avec la précision d'un train qui entre en gare. En gare maritime, les premiers passagers commencent à arriver. Sur le quai, les chariots élévateurs se livrent à un étonnant ballet. Le Queen Mary 2 repart en fin d'après-midi pour New York. Ils n'ont donc que quelques heures pour charger les 150 tonnes de nourriture et de boissons
Que vont consommer durant la traversée les 2600 passagers et 1250 membres d'équipage? Au moment de l'embarquement, j'admire l'élégance du comité d'accueil et remarque avec amusement la décontraction des passagers. Lentement, le Queen Mary 2 s'éloigne du quai et manœuvre pour prendre la direction du large. Comme sur les navires d'autrefois, tous les passagers sont rassemblés sur les ponts arrière qui s'ouvrent en amphithéâtre sur la mer. J'aime l'instant du départ quand on largue les amarres. J'aime ressentir l'émotion de la rupture, le basculement vers l'inconnu. Je me souviens qu'à l'école déjà, j'étais fasciné par les paquebots. Je ne ratais jamais une occasion d'aller voir le Queen Mary ou le Queen Elizabeth manœuvrer au large de Southampton. Pour le petit garçon que j'étais, c'est sans doute là qu'est née mon envie de prendre la mer. Je suis maintenant installé à la proue du navire. C'est sans doute ce même paysage de campagne anglaise qu'admirent le 10 avril 1912 les passagers du Titanic qui vient de quitter Southampton. Nous dépassons bientôt les derniers repères terrestres. Devant moi s'ouvre désormais l'immensité atlantique. Quand j'apercevrai à nouveau la Terre dans 6 jours, j'aurai accompli mon rêve, traversé l'Atlantique et arrivé à New York. Au cours de la nuit, le Queen Mary 2 s'est profondément engagé au cœur de l'Atlantique Nord. Au matin, nous sommes déjà à 450 milles nautiques de Southampton, environ 830 km. Comme de nombreux passagers, je me promène sur le pont qui fait le tour du navire. Une belle promenade de 600 mètres face au vent et aux embruns.
C'est dimanche, et comme chaque dimanche, le Commodore est au théâtre pour célébrer un service religieux. Annoncé comme œcuménique, il s'adresse en fait aux chrétiens, catholiques ou protestants, du monde anglo-saxon. The next hymn we're going to sing this morning is number 6, Lead Us, Heavenly Father, Lead Us. Discrètement, je quitte la cérémonie. Pendant que les croyants confient leur âme au Seigneur, au Golden Lion Club, on parle autour d'une bière ou d'un whisky. Et comme dans tout pub anglais qui se respecte, on joue aux fléchettes. Poursuivant mon voyage à l'intérieur du bateau, j'arrive dans la Queen's Room, la grande salle de bal en plein milieu d'un cours de danse. Ambiance rétro garantie. Go and side together, side and side together, side. Good. Because the change goes quite 1, 2, quick, 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 quick. One more time. Go and 1, 2, quick, 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 quick. Good. All gentlemen should be facing to the sound booth, and we're gonna do the basic in couples in close position. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go, quick, quick, quick. 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 Au-delà du nom, qu'y a-t-il de commun entre l'ancien et le nouveau Queen Mary? Cette question qui me préoccupe depuis mon arrivée à bord, je suis allé la poser à l'historien John Maxton Gray. On ne peut voyager sur le Queen Mary II sans se rappeler l'atmosphère qui régnait à bord de l'ancien Queen Mary. J'ai navigué sur les deux bateaux. Le Queen Mary appartenait à une autre époque, plus innocente. Il n'y avait pas de divertissement sur le Queen Mary, il fallait s'en charger soi-même. Un soir, on jouait au bingo, le lendemain aux petits chevaux. On buvait, on dansait, on discutait énormément. Avant le dîner, on allait généralement au fumoir. Et là, on rencontrait souvent un couple que l'on connaissait et on leur proposait de boire un verre ensemble. On disposait de peu de temps pour sympathiser et ces nouveaux amis le restaient généralement pour la vie. Les passagers sont toujours aussi nombreux à arpenter les ponts du navire. Le temps change très rapidement sur l'Atlantique Nord. C'est la raison pour laquelle le Commodore communique chaque jour les prévisions météo aux passagers. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est le Commodore qui vous parle. La journée est ensoleillée. Il y a un peu de houle à l'avant du bateau. Mais ce magnifique paquebot navigue parfaitement dans ce genre de conditions. De nos jours, être le commandant d'un tel bateau
C'est un peu comme être le maire d'une grande ville. Ma toute première responsabilité, naturellement, est de veiller à la sécurité du bateau et au bien-être des passagers et de l'équipage. Mais mon rôle va bien plus loin. Je dois assurer les manœuvres et veiller à ce que toutes les opérations soient effectuées correctement. Nous avons un équipage de 1250 personnes à bord et le succès du bateau dépend d'eux. Dans la grande salle à manger Britannia, je fais la connaissance de Beniamino, le maître d'hôtel en chef. Vous faites toujours un dernier contrôle avant le service? Oui, je fais toujours un dernier tour avec mon équipe. On compte les couverts, on fait les dernières vérifications pour voir si tout est OK. Comme vous le voyez, le restaurant est très grand. Il est sur 2 niveaux, le niveau supérieur et le niveau inférieur. Et 165 personnes travaillent ici. Il y a des maîtres d'hôtel, des assistants maîtres d'hôtel, les aides-serveurs, les serveurs, les commis, les sommeliers, etc. Ça fait 165 personnes en tout. Comme vous pouvez le constater, dès qu'on monte à bord, on se rend compte que ce n'est pas un bateau comme les autres. Il a été conçu spécialement comme un authentique paquebot. Nous nous efforçons de reproduire la qualité de service et le style qui existait sur les paquebots autrefois, il y a 40, 50, 60 ans. N'oubliez pas qu'en termes de qualité, notre référence reste la Cunard. Vous pouvez être familier avec les passagers, mais jusqu'à un certain point. N'oubliez pas de vous présenter rapidement et veillez à bien retenir le nom de vos passagers, de bien les appeler par leur nom de famille et de bien vous en souvenir pendant toute la durée de la traversée. Jamie, tu veux ajouter quelque chose ? Oui, j'aimerais ajouter une dernière chose, un point important sur lequel j'aimerais insister une dernière fois. Dès que vous avez enlevé le linge de table après le premier et le second service, n'oubliez pas de bien séparer les nappes et les serviettes pour aider vos collègues de la blanchisserie à nous les rapporter propres et impeccables. La fin de la journée est marquée par le retour du beau temps. En compagnie de quelques passagers, je m'attarde sur les ponts afin de profiter des derniers rayons du soleil. Si j'avais encore un doute, il est désormais levé. Nous faisons bien route à l'ouest. La proue du Queen Mary est exactement dans l'axe du soleil qui se couche à l'horizon. Le Queen Mary 2 a toutes les qualités pour être le digne héritier des grands liners d'autrefois. Sir Samuel Cunard serait sans doute très fier de savoir que 170 ans après le lancement de son premier vapeur, le Britannia, l'aventure se poursuit sur l'Atlantique Nord. Je me demande en revanche ce qu'il penserait de l'utilisation commerciale faite un peu partout à bord de son nom et du mythe de la Transat. L'homme d'affaires avisé qu'il était aurait peut-être trouvé ça rentable.
La fascination qu'exerce le mythe du voyage transatlantique ne se dément pas. C'est elle qui m'a conduit jusqu'ici. L'âge d'or des grands liners s'est achevé il y a plus de 50 ans et pourtant chacun à bord se comporte comme s'il était toujours aussi brillant. La soirée de gala au cours de laquelle le commandant salue un à un chaque passager est là pour entretenir la légende. L'époque est révolue où l'on demandait au commandant d'être seulement un bon marin. Aujourd'hui, il se doit d'être également un bon communicant, voire un excellent comédien. J'espère que d'ici notre arrivée à New York, vous aurez apprécié votre séjour sur ce magnifique transatlantique. Car vous êtes bien sur un transatlantique. Et non sur un bateau de croisière. C'est un transatlantique car il traverse régulièrement l'Atlantique Nord. Et si vous le comparez avec un bateau de croisière de taille équivalente, vous remarquerez sa magnifique proue élancée, conçue pour affronter les lames de l'Atlantique Nord, son impressionnant tirant d'eau, qui s'enfonce dans les profondeurs de l'océan, et sa splendide coque aérodynamique, qui glisse paisiblement sur les flots, la plupart du temps. Lancée avec talent par le Commodore, la soirée se poursuit dans la très élégante salle à manger Britannia. Aucun faux pas, aucune fausse note. Des serveurs jusqu'aux musiciens, chacun interprète son rôle à la perfection. C'est sans doute le lieu où le Queen Mary II réinvente le mieux l'atmosphère de ses illustres prédécesseurs. Le confort en plus. Il n'y avait pas de stabilisateur à bord du Queen Mary ou du Normandie. En coulisses, à 2 pas de l'ambiance feutrée du restaurant, une armée de cuisiniers est à l'ouvrage. Mais aucun stress, Beniamino et le chef contrôlent la situation. Ça commence doucement, ça commence à se remplir. C'est le calme avant la tempête. La soirée se poursuit agréablement. Pas la moindre vibration, le plus petit balancement. Le Queen Mary II file pourtant à plus de 50 km/h au travers de la nuit atlantique. Quand je me suis levé, il faisait encore nuit noire. Vers 4h45, les premières lueurs de l'aube ont commencé à éclairer l'horizon. D'autres passagers sont arrivés, mais personne ne parlait. Dans ce silence quasi religieux, nous sommes restés là sans bouger, attendant que le miracle de la nature s'accomplisse une fois encore.
descente émerge bientôt des profondeurs des ténèbres. Il est 5h37 et je suis heureux. Depuis le départ de Southampton, j'ai arpenté tous les ponts, sillonné toutes les coursives, inspecté le plus petit des salons. Mais ce que je découvre ce matin me laisse sans voix. Décidément, ce navire n'est pas vraiment comme les autres. Avant, je travaillais dans la cuisine. Et puis mon chef m'a affecté au chenil. J'ai suivi une formation pendant 2 mois sur le comportement des chiens et des chats. Et j'ai appris à nettoyer le chenil. Il arrive qu'on me demande de la nourriture particulière. Et parfois, je fais même appel au room service. S'ils demandent à faire leurs besoins, je les emmène à l'extérieur. Parfois, je joue avec eux. Le Queen Mary II n'a fait que conserver un service déjà en fonction à bord des anciens Queen, Queen Mary et Queen Elizabeth. Mais en respectant cette tradition, il s'affirme un peu plus comme un vrai transatlantique. Il est un domaine cependant où il ne peut plus rivaliser avec ses illustres prédécesseurs. Jusqu'à la fin des années 1950, c'est à bord des grands liners que voyageaient les stars de la politique, du sport et du cinéma. Ce sont elles qui ont contribué à façonner le mythe de ces navires luxueux. Les photos qui décorent les murs du Queen Mary II évoquent quelques célébrités et rappellent la dimension glamour de certaines traversées. En vérité, il y avait plusieurs classes à bord de ces navires. La grande majorité des passagers voyageaient dans les classes inférieures. Enfin, il ne faudrait pas oublier que jusqu'au début du XXe siècle, c'est le transport des immigrants qui assura la fortune des compagnies maritimes. Un détail que John Maxton Graham ne manque jamais d'évoquer quand il fait sa conférence sur le Titanic. Conférences, réunions où les passagers évoquent le souvenir de leur traversée à bord de l'ancien Queen Mary, expositions, tout est mis en œuvre pour souligner le fait qu'un voyage transatlantique n'est pas un voyage comme un autre. Si les liners sont entrés dans la légende, ce n'est pas seulement du fait de leur élégance ou de leur puissance, mais parce qu'ils étaient les seuls à pouvoir transporter des passagers régulièrement d'une rive à l'autre de l'océan. Quand les jets ont pris le pouvoir sur l'Atlantique Nord au début des années 60, les liners devenus inutiles ont disparu de l'océan. Comment le Queen Mary II peut-il retrouver ce supplément d'âme qui ferait de lui un transatlantique à part entière? Le Queen Mary II est un véritable paquebot, et cela dès les premières ébauches sur papier. Il a été conçu pour effectuer des traversées par tout temps. L'acier de la proue fait 28 mm d'épaisseur. C'est un bateau extrêmement solide et sûr, qui peut aller n'importe où, par n'importe quel temps. L'architecte naval Stephen Payne, que je connais bien, a construit un navire très résistant.
D'ailleurs, à Saint-Nazaire, on le surnomme le cuirassé de poche de Stevens. Il est midi. Le rituel de la cloche, qui va se répéter 6 fois au cours du voyage, est là pour rappeler aux passagers, ou plutôt aux passagères, qu'elles doivent reculer leur montre d'1 heure. Lorsque nous traversons l'Atlantique, nous empruntons rarement la même route. Nous surveillons toujours la météo pour éviter le mauvais temps. Nous étudions les courants marins et faisons en sorte qu'ils nous soient favorables. Le courant de l'Atlantique Nord va d'ouest en est, et lorsque nous faisons la traversée du retour, nous tâchons de profiter du courant, le Gulf Stream comme on l'appelle. Un autre élément dont nous devons tenir compte, c'est la glace, bien sûr. Car de février à juin, il y a souvent des icebergs sur le grand banc de Terre-Neuve. « 15h30, au Queen's Room, c'est l'heure du thé dansant. Cornelius travaille à bord comme gentleman dance host, un métier dont le nom se traduit difficilement en français, mais que Cornelius explique parfaitement. On organise pas mal d'activités pour les passagers célibataires. On les accompagne au spectacle, à certaines soirées où ils pourraient se retrouver tout seuls. On organise des petites fêtes où ils peuvent se rencontrer et passer un bon moment ensemble à bord. C'est vraiment bien. À la Cunard, il y a toujours eu cette tradition de danse sur les bateaux.
Une tradition formidable. Chaque salle a sa petite équipe de danseurs expérimentés, ce qui fait que nous savons tous danser quasiment tous les styles. Nous dansons parfois jusqu'à minuit. Il y a souvent d'excellentes danseuses parmi les passagères. Ça évoque une certaine nostalgie. Vous prenez l'avion, vous allez à New York. Bon, vous avez 7 heures de vol, voilà, vous atterrissez. Ce que je trouve très très agréable, c'est qu'on ne subit pas les inconvénients du décalage horaire. Et puis, oui, le temps s'arrête un petit peu. On ne sait pas très bien ce qui se passe, on n'a pas de nouvelles. Voilà, on est hors du temps et ça passe malheureusement trop vite. On aurait vraiment envie que ça dure 2 jours de plus. Une dernière fois, je rejoins mon poste de méditation préféré à l'avant du navire. Pour quelques heures encore, nous avons l'impression d'être seuls au milieu de l'océan. Demain, le nouveau monde surgira à l'horizon. Pendant ce temps, la Queen's Room accueille le bal d'Ascot. Référence aux belles aristocrates venant montrer leurs toilettes au champ de course, la soirée commence par un concours de chapeaux. No, and my Fair Lady. But she put so much effort in that. J'ignore si cette tradition est héritée des anciens Queens, mais c'est trop british pour moi. En vérité, je suis impatient d'arriver à New York. New York était l'un des grands terminus pour l'Amérique, et tous les sillages des paquebots semblaient converger vers le même endroit. Il y avait toute une colonne de bateaux qu'on surnommait le défilé des paquebots de luxe, un mot que je déteste. On apercevait un alignement de cheminées fumantes le long de l'embarcadère ouest. Ces cheminées arboraient les couleurs de chaque navire. Il y avait les bateaux de la Cunard, les bateaux italiens, français, américains, qui avançaient tous à la queue leu-leu. Une image extraordinaire dont je ne me lassais pas. « 4h30 du matin. Certains passagers sont déjà en place. Cette lueur scintillant à l'horizon, c'est le pont Verrazzano qui marque l'entrée de la baie de New York. La rencontre de ces deux masses gigantesques a beau être spectaculaire, je suis dans l'attente d'autre chose. La Statue de la Liberté apparaît enfin à bâbord.
Et puis, révélée par les premières lueurs de l'aube, se dessine la silhouette de Manhattan. New York est là devant moi, fidèle au rendez-vous de mes rêves d'enfant. Le Queen Mary 2 ne remonte plus l'Hudson River pour rejoindre les quais historiques des grands liners. C'est donc au port de Brooklyn, juste en face de l'île de Manhattan, que s'achève le voyage. Il me reste encore quelques heures pour écrire le dernier chapitre de cette histoire commencée il y a bien longtemps sur les quais du Havre. Quelques heures pour plonger au cœur de New York et faire revivre l'atmosphère de la ville de l'âge d'or des transatlantiques. New York, la ville du melting pot. C'est donc par une promenade dans les quartiers que je commence ma découverte, histoire de sentir battre le cœur de cette ville qui s'est nourrie de l'immigration. Irlandais, Allemands, Italiens, Juifs russes et Polonais, Chinois, Sud-Américains, Indiens, c'est à New York en bateau que sont arrivés par vagues successives, jusqu'au début du XXe siècle, les 3/4 des immigrants des États-Unis. C'est dans le bas de Manhattan que je rejoins William Miller, célèbre spécialiste de l'histoire de New York et des grands liners. New York est en pleine festivité en ce moment, car on célèbre le 400e anniversaire de sa découverte par le navigateur hollandais Henry Hudson. La ville, qui n'existait pas encore à l'époque, il n'y avait là qu'une étendue de terre, s'avéra être un port naturel idéal, avec bientôt 900 km de quais. Ce fut d'abord le commerce de la fourrure, puis les bateaux en provenance de l'Ancien Monde se mirent à affluer vers le Nouveau Monde. L'Amérique était alors considérée comme un pays naissant, comme une terre d'opportunité et de prospérité, puis plus tard comme une terre d'immigration. C'est donc ainsi que le port naquit, et à l'aube du 19e siècle, on comptait ici plus de bateaux qu'à Boston, Baltimore et Philadelphie réunis. Le South Street Seaport Museum évoque l'époque où les mâts des voiliers dominaient les entrepôts installés le long de l'East River. Au tournant du XXe siècle, les voiliers disparaissent, remplacés par les vapeurs.
Les premiers gratte-ciel s'élancent dans le ciel de Manhattan. C'est l'époque où prend corps la légende de New York, la capitale du monde moderne. Quand j'étais petit garçon dans les années 50, Lower Manhattan était le port de l'industrie maritime, qui était très importante à l'époque. Il y avait des centaines de compagnies maritimes qui avaient leurs bureaux juste à côté dans de magnifiques bâtiments. On passait d'une compagnie à l'autre, on se croyait dans un musée. Des maquettes trônaient sur d'énormes bureaux en acajou. C'était incroyable. Et tout ça était là dans les années 50 et 60. Et de la fenêtre, on apercevait les bateaux qui arrivaient et qui repartaient. Les grands paquebots, les cargos, les remorqueurs. C'était le centre de la navigation. On l'appelait la rue des compagnies maritimes à Lower Broadway. Toutes les compagnies se trouvaient là. La passion de William Miller pour les grands liners ne fait que raviver la mienne. Tout en marchant dans les rues de Manhattan, nous parlons du Liberté, du France, du Titanic bien sûr, en arrivant devant le monument en forme de phare érigé en mémoire des naufragés. Et finalement, nous arrivons au petit musée maritime auquel William Miller apporte son concours. Dans les années 20, on voulait partout construire plus grand. L'avenir semblait radieux. Personne ne voyait venir le krach de Wall Street de 1929, ni la Grande Dépression qui allait s'en suivre. À New York, on construisait des gratte-ciel de plus en plus hauts. Et il en allait de même pour les paquebots. On passa de 60 à 70 étages, puis à 75 étages, comme le Chrysler Building en 1929, puis l'Empire State Building en 1931 avec ses 102 étages. La ville était à l'image des bateaux, et les bateaux à l'image de la ville. Grâce à William, je commence à comprendre pourquoi, depuis mon enfance, j'ai toujours associé New York et les transatlantiques. Même si c'est en Angleterre, en France, en Italie ou en Allemagne qu'ont été construits les plus beaux paquebots de l'âge d'or des transatlantiques, c'est ici, au pied des gratte-ciel de Manhattan, qu'ils ont trouvé toutes leurs dimensions. En marchant aujourd'hui, le regard tourné vers le sommet de l'Empire State ou du Chrysler Building, je retrouve l'émotion de mon enfance face à la proue impressionnante du paquebot Liberté. Mon voyage se termine. Pour le Queen Mary, un autre commence. Quelques heures seulement après son arrivée, il reprend la route de l'Europe, comme le firent avant lui tous les paquebots assurant la ligne transatlantique. Le Queen Mary II est un paquebot du XXIe siècle. L'élégante silhouette de liner cache des équipements sophistiqués qui assurent le confort et la sécurité des passagers. Malgré quelques petites concessions faites ici ou là au monde de la croisière, je suis infiniment reconnaissant au Queen Mary II de maintenir vivante la tradition des voyages transatlantiques. En continuant ainsi à naviguer d'un continent à l'autre, il m'a permis de vivre une expérience inoubliable au cœur de l'océan et de prolonger mes rêves d'enfance.